Pour les mots d'aujourd'hui, je me suis inspirée du très beau titre de la table ronde qui va avoir lieu tout de suite après et dont le titre est « Espace de l'intimité, le quotidien de soi ». Alors lorsque on évoque le soi, on parle de la conscience de soi, on parle aussi de quelque chose de plus obscur, mais plus intéressant, je trouve le sentiment de soi, le sentiment de soi-même, pour reprendre l'expression de Damasio, le neuropsychologue, c'est-à-dire une identité qui peut se fissurer, se perdre momentanément dans la maladie ou même irrémédiablement, ou alors, à l'inverse, se conforter, même se réparer par ce qui relève de l'estime de soi et de toutes ces attitudes, ces activités, ces savoir-faire qu'on a évoqués si bien hier et que vous connaissez sans aucun doute. C'est un terrain chaque jour de découverte et d'invention à cette échelle du quotidien. C'est pourquoi nous allons commencer ce petit moment de réflexion par quelques mots qui touchent précisément à l'espace du soi. L'espace du soi dans le cadre d'une maladie qui l'atteint intimement. Alors voilà le premier mot dont nous allons parler. Précisément, nous allons commencer par parler de cette intimité. Je vais attendre une toute petite seconde que le mouvement du fond se soit un tout petit peu apaisé, car il faut être concentré pour parler de l'intimité. Voilà. Donc, lorsqu'on parle de l'intimité, on parle de quelque chose, l'intime, qui d'emblée nous projette dans l'extrême, l'extrêmement profond. Pourquoi ? Et je m'en tiens simplement au mot, et je m'en tiendrai au mot. Intime, c'est à l'origine un superlatif, en quelque sorte intissime, et le sim a disparu en latin. C'est le superlatif qui correspond à un mot qui est simplement inter, tout simplement, un petit mot, inter, in, même, dans, et le degré de moins, le comparatif, c'est intérieur. Donc on a une sorte d'échelle entre dans ou inter, au milieu de, intérieur et intime ou l'intissime. C'est là-dessus qu'on va réfléchir. Parce que qu'est-ce que c'est que l'intime ? Au fond, l'intime, c'est cette chose si profonde, si située au fond d'eux, au cœur d'eux, au fond de son cœur, au fond de son corps, et à quoi on est relié par une sorte de choses non dites, de sensations, d'affection. On est en quelque sorte blotti au cœur de l'intime. C'est ce à quoi on tient obscurément et ce qu'il est si dangereux d'arracher involontairement. Donc, si c'est ce à quoi on tient intimement, ce à quoi on s'arc-boute, qu'on défend, alors il arrive qu'on le défende dans l'opposition, dans le mutime, dans la violence même, pour que cette intimité, on n'y touche pas, qu'elle reste inaccessible. Et le seul moyen pour qu'elle soit accessible, c'est d'inciter, d'aider à ce qu'elle advienne du fond de soi à l'autre, d'une manière respectueuse, comme on l'a vu par exemple dans le film de Patrice Dubosc et dans ses images et ses paroles, où l'intime arrive à accéder à l'expression, à l'autre, quelquefois d'une manière qui n'est pas articulée, qui n'est pas rationnelle, mais on en a un témoignage en quelque sorte, égard au moment où on l'arrache, ou même, pire, où l'intime cède, se laisse prendre son soi, sa pudeur, où on répond à des questions qui violent l'intimité uniquement pour remplir une feuille de renseignement qu'on va distribuer. Alors encore, si la personne cède sans se rendre compte de ce qu'elle fait, si la personne même devient gentille, qu'elle se laisse faire, qu'elle abandonne cette intimité avec laquelle elle vit au fond d'elle-même, alors ce n'est pas toujours bon signe. En quoi cette intimité
est différente, cette intime est différente de l'intériorité ou de l'intérieur. Au fond, en réfléchissant, en prenant des expressions, on pense à je ne disais rien, mais à l'intérieur de moi-même, je n'en pensais pas moins. Voilà. Dans mon fort intérieur, j'étais contre. Ou alors, à l'intérieur de moi-même, j'avais l'air calme, mais je bouillais de colère. Voilà. Ça veut dire que l'intérieur est un peu plus à la surface, si j'ose dire, que l'intime, et très proche de l'extérieur. C'est un tout petit peu en dessous, c'est caché par une sorte de pellicule, on pourrait dire, de membrane, et il a suffi d'un moment pour que ça sorte, que ça émerge brutalement. Donc l'intérieur, ce n'est pas tout à fait l'intime. Et vous voyez, comme on a de la difficulté à définir l'intime, c'est un degré plus profond, plus inaccessible que l'intériorité. Pourtant, l'intériorité, c'est intéressant quand même. Mais ça n'a rien à voir avec l'intimité. C'est difficile à exprimer. L'intériorité, ça peut être aussi un espace intérieur qui est un peu vide, qui n'est pas plein, qui est extensible ou rétrécissable. On peut ne pas développer sa vie intérieure, elle peut être toute petite, toute menue, toute crispée, ou au contraire, on peut la développer, la déployer, cette intériorité. Et cette intériorité, elle n'est qu'à moi, finalement. C'est là où je me balade dans mes rêveries, dans mes songes, dans mes affects, et elle n'est pas sacrée, elle n'est pas aussi sacrée, secrète que l'intimité. Au fond, il y a dans l'intimité par rapport à l'intériorité quelque chose d'inaccessible parce que c'est comme les temples autrefois. Il y avait la cella, c'est-à-dire l'endroit où on ne pouvait pas accéder parce qu'elle était secrète, secretus, mise à l'écart. Voilà, ça c'est quelques pistes pour comprendre l'intime. Et voilà, à propos de intime aussi, il y a l'idée que ce n'est pas la solitude. Ça, je voudrais aussi y insister, puisque, vous savez, quand on fait une réclame de maison achetée, on dit vous y serez dans votre petit appartement bien intime entre vous. Et donc, l'intimité, ce n'est pas toujours être seul. On peut être dans une intimité à plusieurs. C'est un point très intéressant parce qu'on va voir que le soi, ce n'est pas non plus quelque chose de solitaire, on n'est pas tout seul dans son soi, et l'intime avec l'intime au milieu d'eux, c'est relié en fait non pas trois soi mais à l'origine de intime qui est inter. En fait, ça vient de tout ça. Intérieur, intime, vient de inter. Et inter, ça veut dire quoi? Ça veut dire au milieu de, tout simplement. Au milieu de, avec, dans. C'est un endroit où on est blotti, où on est chez soi, mais on n'est pas seulement seul quand on est chez soi, mais on est inter au milieu d'autres. Donc, rappelons-nous que cette intimité, elle peut être partagée, on l'a vu dans ces couples, dans ces films, dans ces images, où il y avait un couple qui était intime, dans son chez-soi intime. Et donc, l'intimité n'a rien à voir avec la solitude. C'est un point assez intéressant. Alors, ça explique aussi pourquoi, lorsqu'on emploie le mot de domicile, on est à côté de la plaque, si j'ose dire. Voilà. J'ai repensé à ce qu'avait dit Blandine Prévost hier, ce refus qu'on vienne à domicile. Et domicile, c'est un mot qu'on utilise énormément de bonne foi, avec beaucoup de générosité dans l'administration actuellement, pour se rendre chez les personnes elles-mêmes, leur apporter réconfort, pour leur apporter aide, etc. Alors pourquoi? C'est un petit ajout que je fais par rapport à ce dont je voulais vous parler, mais peut-être que ça ne vous intéresse pas, mais je vais aller vite alors. Domicile, donc, appartient au vocabulaire de l'administration. On écrit l'adresse ou le domicile sur un formulaire, nom, prénom, date de naissance, domicile. C'est un lieu d'habitation, mais ça n'a rien à voir avec le chez-soi. Le réfléchi, quand on dit chez-soi, on emploie toujours un réfléchi, ou quelque chose d'équivalent, un pronom personnel. On ne dit pas le domicile de soi, mais on dit chez moi, chez soi, chez nous. C'est-à-dire qu'on identifie un espace propre, quelque chose de familier, même d'intime, un pays, un langage, des habitudes, mais on l'identifie très bien, on dit c'est bien de chez nous, ou ce n'est pas de chez nous.
Et l'étranger commence à une étroite frontière, et même très très proche, dans les villages qui sont tout près d'ici, à 5 km de là, l'étranger commence au village d'à côté. Je peux vous l'assurer. Donc les mots de la maison, du domicile, sont un exemple de langage qui se double et qui s'ignore complètement. Le mot domicile, donc dérivé de la domus ancienne, s'est spécialisé dans le langage officiel. Maison a aussi une histoire, je dirais la demeure, la maisonnée, mais il faut savoir, moi je m'intéresserai au plus modeste, au petit mot grammatical de chez. Alors, chez abrite, va nous renvoyer à l'intimité, chez abrite un petit mot tout à fait précieux et intime, c'est lequel? C'est casa. Casa a donné chez, tout simplement. La casa à moi, ma maisonnette, ma petite cabane, qui fait corps avec la personne. Alors c'est ce que ressent obscurément la vieille dame, par exemple, qui défend bec et ongle le fait qu'on va chez elle, à domicile, apporter l'aide ménagère ou le repas. Parce que pour elle, elle ne veut pas d'étranger chez elle. Un étranger menaçant. Et malgré tout, c'est un terme qui appartient donc à deux langages différents pour une même chose. Il faut être très attentif à cette différence de langage pour comprendre ce qui se passe. Donc cela me ramène à soi. Encore un mot dont je vais parler, de m'allonger encore sur cette question-là. Pourquoi? Parce que soi est un mot très bizarre. On pense qu'il se renvoie à une seule personne. Moi, toi, soi, c'est un réfléchi. Tout à fait un réfléchi, mais ce n'est pas du tout de ça que je vais parler, ni même de la réflexion, ni même du soi et du non-soi, ni même du self. On a fait énormément de littérature sur le soi. Mais revenons au mot lui-même. La racine de soi, en indo-européen, c'est un radical qui est soueux. Et soueux indique à la fois l'individu et le groupe auquel il appartient. Exemple, sœur est bâti sur Sve. Schwester, n'en parlons pas en allemand, Soror. C'est-à-dire qu'à l'origine, il y a une extension tout à fait normale à travers le langage du soi au proche, un soi étendu, il fait partie de soi. Cela s'étend à tout ce qui touche, qui est en rapport à, un contact familier, respectueux, de proche en proche. Et vous savez que le prochain, c'est justement, au fond, l'extension du soi, qui est le nouveau, le rencontré, qui n'a pas, a priori, quelque chose à voir avec cette tribu primitive. C'est ce que j'appellerais l'espace du soi étendu. Très important quand on parle des personnes, justement. Alors, c'est de là que vient l'importance de la solidarité, de l'idée de solidarité du voisinage. Alors, voisinage encore m'a retenu quelques instants parce qu'on fait des découvertes fortuites. Le voisin, qu'est-ce que c'est? C'est celui qui habite le village d'à côté. Vicinus, de vicus, le village, le quartier. C'est celui qui est proche, vicino en italien, et auquel on est relié par le chemin vicinal. Donc, je propose de parler de relations vicinales entre moi et toi, eux et nous. C'est-à-dire celles qui passent par des chemins qui nous relient les uns aux autres, modestes, c'est pas l'autoroute, mais respectueux du paysage, du territoire. Je passais justement par là, je repasserai vous voir, si vous êtes là. Donc, dans ce territoire où l'on peut cheminer et se rapprocher les uns des autres, ou s'éloigner tout simplement, s'ignorer, ou se rencontrer, le malade doit pouvoir lui aussi cheminer, déambuler peut-être, au milieu des voisins. Et quand cela est impossible, chez lui, dans son quartier, c'est à l'institution de devenir son quartier, son village. Être conçu pour cela. Certaines le sont déjà, et on espère que d'autres le seront. Enfin, pour passer des voisins à d'autres qui sont autour, on va parler des aidants, et on finira par les aidants. Lorsqu'on parle d'aidants, on parle surtout de la lourdeur du travail, la pénibilité physique et psychologique. La difficulté des dilemmes, on a parlé hier de celui de la loyauté, qu'on a évoqué, toute cette lourdeur physique, affective, qui à son tour a besoin d'aide, au quotidien, tout le temps. Mais la question, à partir du sens des mots, c'est qu'est-ce qui se cache dans aidant? Et il se cache quelque chose de très étrange. N'y a-t-il pas une autre face de l'aide? Aidant vient de adjuvare, en latin, adjuvare, qui a donné tout simplement adjuvant. L'aidant, c'est un adjuvant de vie. Voilà, c'est pour plus de vie.
C'est pas lui, seulement lui qui va mourir de fatigue, mais il va être un adjuvant de vie. Et iuare en latin, iuat, ça veut dire non seulement aider, ça veut dire plaire, être agréable. Et la personne qui est agréable, ou le lieu qui est agréable, c'est le iucundus. Au féminin, iucunda, la Joconde. Les dents, la Joconde, même mot. Donc la Joconde, qu'est-ce que c'est? Mais c'est la souriante. Et dans Zédan, il y a bien ce sourire mystérieux, mais ce sourire qui a traversé les siècles, qui traverse aussi les difficultés, les tristesses, et qui devient aussi un adjuvant de vie, en quelque sorte. Donc, nous l'avons vu aussi dans les images, nous avons lu dans les paroles. Donc, les siens, les voisins, les aidants, tout cela peut être utile et plaire pour maintenir le soi. Voilà ce que nous apprennent les mots d'aujourd'hui. Merci.